Bonjour. Avant de reprendre le fil de ce cours sur les origines du fascisme italien que j'aimerais finir aujourd'hui, je voudrais revenir sur la question de la reprise des cours en présence réelle. Ce que j'aimerais faire, mais bon, je ne sais pas si ça va être possible, ce serait de recommencer à faire cours à Ségalène, avec vous, devant vous, à partir de la rentrée qui va suivre immédiatement les vacances de février. Mais ce serait donc la première semaine de mars, je crois. Mais bon, je ne sais pas si j'en aurai l'autorisation. Je vais essayer de m'en enquérir et je vous tiendrai au courant. Mais tel serait mon vœu qu'à partir donc de la rentrée de mars, nous puissions nous retrouver à Ségalène. Bien, j'avais eu le temps la dernière fois de vous présenter ce qu'on peut dire du bonapartisme comme pré-totalitarisme. Je voudrais maintenant donc insister sur un deuxième phénomène du XIXe siècle qui peut aussi être rangé dans cette catégorie du pré-fascisme, et c'est donc le boulangisme. Donc petit 3 dans le deuxième paragraphe intitulé « Les antécédents français ». Donc grand B, les antécédents français, donc petit 3 maintenant, le boulangisme. Donc, pour ce qui est de la chronologie, retenez les années 1885-1889. Le mouvement a atteint son apogée et s'est écroulé précisément pour le 100e anniversaire de la Révolution française, à peu près d'ailleurs au moment de la naissance d'Adolf Hitler. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ce général Boulanger? Donc, Boulanger, c'est un général français parfaitement inconnu avant 1885 et qui, pratiquement du jour au lendemain, va capitaliser autour de lui une popularité plébiscitaire qui donne à penser un moment qu'il va arracher le pouvoir aux républicains du genre Ferry et consorts qui, justement, prétendaient avoir fondé la République et prétendaient, en somme, avoir atteint la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, bien, c'était l'arrivée au pouvoir de la République qu'on attendait depuis, finalement, la Révolution française, et après eux, eh bien, plus personne. Après eux, encore eux. Or, voilà que surgit, du jour au lendemain, la popularité de ce général, popularité plébiscitaire, et qui enfle avec une telle rapidité qu'on a cru qu'il allait arracher le pouvoir à ces républicains, et les premiers à le croire ont été ces républicains eux-mêmes. Quels sont les points communs entre le boulangisme et le fascisme? Et je rappelle que les avoir repérés, c'est le grand apport historiographique de Zeev Sternel. Premier point, c'est le surgissement inattendu de cette popularité tout à fait comparable au surgissement du fascisme en 1920 à peu près. N'oubliez pas que finalement, en 1919, la gauche italienne se croyait justement à la veille de prendre le pouvoir. Lénine vient de prendre le pouvoir, le système capitaliste a été ébranlé par la guerre, l'Italie est parcourue par une vague révolutionnaire, le fameux biennio nero dont je vous ai parlé la dernière fois. Ces gens-là croient qu'ils ont gagné manche et partie, ils se sentent dans le sens de l'histoire. Et voilà que surgit en 1920 un mouvement qui n'a pas peur d'eux et qui, justement, les conteste très fortement. Eh bien, c'est comparable en 1885. Les républicains étaient absolument persuadés qu'ils avaient gagné la partie définitivement, et clac, il y a ce surgissement. Autre point commun, essentiel, c'est évidemment la dimension de gauche que possède le boulangisme. N'oubliez jamais que le général Boulanger a commencé en politique comme un général républicain, un général qui vient même de l'extrême gauche. N'oubliez pas qu'il a été imposé comme ministre de la guerre au personnel qui entourait le président de la République. Il a été imposé comme ministre de la guerre par l'aile gauche du Parti républicain, par les radicaux de Clémenceau. Clémenceau, à cette époque, est le leader de l'aile gauche du Parlement. À certains égards, c'est qui Clémenceau à cette époque? Sur le plan du positionnement politique, c'est un peu l'équivalent de Mélenchon de nos jours. Et c'est ce personnage qui va imposer
au ministère de la Guerre la présence du général Boulanger parce que justement le général Boulanger est sur les mêmes positions de gauche radicale que lui à l'origine. Enfin, troisième point commun, eh bien, c'est justement l'appui sur le suffrage universel, et ça aussi, c'est une dimension de gauche. Boulanger va se présenter systématiquement à toutes les élections législatives partielles qui ont lieu à cette époque. Donc, chaque fois qu'un député démissionne ou meurt, on doit lui élire un successeur dans le département qu'il l'a désigné. Boulanger se présente, à chaque fois il est élu triomphalement et il démissionne immédiatement avant de reposer sa candidature dans un autre endroit. Ce qui finit par faire qu'on vote pour lui dans beaucoup de départements français, ça crée autour de lui un quasi-plébiscite. Alors ça, ce sont les dimensions de gauche. Mais qu'est-ce qu'il y a de droite dans le boulangisme? Eh bien, vous avez évidemment le culte du chef, et donc le goût de l'autorité, ici l'autorité militaire, le goût du pouvoir incarné, du pouvoir personnel. Et ça, c'est de droite, c'est local. Ajoutez à cela, chez Boulanger, une dimension qu'on va retrouver dans le fascisme et qui est justement le nationalisme du boulangisme. N'oubliez pas qu'en 1885, il y avait 2 ans que le comte de Chambord, donc le dernier descendant français en ligne directe de Louis XIV, s'était enfin décidé à mourir en 1883. Et à partir du moment où le comte de Chambord est mort sans descendance, le retour de l'Ancien Régime, vous voyez, n'est plus possible en France, parce qu'il n'y a pas d'Ancien Régime, là où on ne peut pas rétablir l'ancienne dynastie. Or, on ne peut plus la rétablir, elle n'est plus représentée, il n'y en a plus. D'accord? Et c'est donc à partir de cette date-là que, au cœur des valeurs locales de la droite française, on va trouver désormais non plus l'allégeance à l'ancienne dynastie, mais désormais le nationalisme. Or, chez Boulanger, et c'est ça qui évoque le futur fascisme, on a donc une combinaison d'éléments essentiels de la gauche et de cet élément essentiel de la droite qu'est désormais le nationalisme. Ajoutons que sinon chez Boulanger, du moins chez certains de ses partisans et dans certains des documents diffusés par le boulangisme, on peut déjà repérer une thématique, je dirais, crypto-antisémite. Vous voyez, c'est pas un antisémitisme encore totalement assumé, mais on peut déjà le repérer, une thématique crypto-antisémite qui est liée à l'anti-parlementarisme. Voilà les dimensions de droite du boulangisme, et bien sûr, faute que les républicains puissent, dès cette époque, l'accuser de fascisme, eh bien ils vont l'accuser de bonapartisme. D'accord? Voilà pour le boulangisme. Enfin, petit 4, l'action française comme prédécesseur donc du fascisme. Alors là, c'est la thèse de Nolte, vous voyez. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'action française? Vous saurez qu'à l'origine, l'action française, c'est donc une ligue qui a été fondée en 1899, une ligue donc fondée contre le dreyfusisme autour d'un jeune intellectuel qui s'appelle Charles Maurras. Donc, Charles Maurras, c'est un excellent écrivain du temps, Charles Maurras, je vous écris ici son nom. Et cette Ligue d'action française va donner naissance en 1908 à un journal quotidien qui s'appelle l'Action française, lui aussi, et qui va être l'un des quotidiens les plus influents de France, à peu près jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qu'il y a de droite dans l'Action française? Eh bien, tout d'abord, un nationalisme exacerbé et qui, dans l'Action française, est poussé jusqu'au royalisme. Ce mouvement est un mouvement néo-royalisme. Pourquoi? Eh bien, parce que ces gens-là sont persuadés que la République finira par perdre la nation. La République perdra la France parce qu'elle gouverne si mal qu'en cas de guerre européenne, elle va la perdre. Et voilà pourquoi il faut être royaliste, disent les gens d'Action française. Donc ça, nationalisme et royalisme, c'est la droite. Mais, dit Nolte, il y a aussi dans l'Action française d'autres dimensions. D'une part, et qui, elles, viennent de la gauche, l'inspiration
positiviste de l'Action française. L'Action française n'est pas un mouvement romantique, vous voyez, qui se réclamerait de la monarchie au nom d'une fidélité constante et ancienne. L'Action française prétend arriver au royalisme au nom d'un choix rationaliste, positiviste. Il se réclame d'Auguste Comte, et c'est ce que faisaient également les républicains. D'autre part, l'Action française, par horreur de la bourgeoisie en place, va développer un flirt avec le socialisme. Et pas Nolte, mais comment s'appelle-t-il Sternel aussi y a insisté. Les deux, Nolte et Sternel, ont insisté là-dessus. Et puis, vous avez également, chez l'Action française, un recours à la violence qui évoque déjà les futures équipes squadristes. Or, je rappelle que ce recours à la violence, il est par essence révolutionnaire. À partir du moment où vous déchirez le contrat social, ce que fait toute révolution, eh bien, vous ouvrez la voie à la violence. Or, dans l'Action française, et là c'est Nolte qui y insiste, on va voir des équipes de jeunes gens qui sont chargés de vendre le quotidien royaliste, l'Action française. Et quand vous vendez un quotidien royaliste dans la France de la Belle Époque, eh bien, vous vous exposez assez souvent à devoir faire le coup de poing pour vous défendre parce que vous êtes attaqué par des républicains. Donc ces gens qui vendent le journal, on va les appeler les camelots du roi, et Nolte file toute une comparaison qui me paraît assez juste entre les camelots du roi et les futurs squadristes. Vous voyez, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas hésiter à se battre pour leurs idées. Donc, il y a de bons arguments pour voir aussi dans l'Action française un mouvement qui serait pré-fasciste. Simplement, mon opinion est que le destin fasciste éventuel de l'Action française, il a été brisé par la victoire de 1918. Les gens de l'Action française ont participé à l'Union sacrée à partir de 1914, et par là, ils ont contribué à la vacance de la légitimité, à la fin de la vacance de la légitimité qu'avait ouverte la Révolution française. Lors de l'Union sacrée, donc, la droite entre dans la République, l'Action française, contente ou pas contente, entre aussi dans la République et va même devenir un des piliers du système de gouvernement de Georges Clemenceau à partir de 1917. Mais alors un Clemenceau qui n'est plus du tout un radical, qui a évolué de plus en plus vers le centre et la droite, mais qui reste républicain, et donc l'Action française devient un pilier de son système de gouvernement. En 1918, la République est définitivement refondée grâce à la victoire. Eh bien, de la secousse, il n'y a plus d'espace en France pour qui prétend réconcilier gauche et droite, puisque c'est déjà fait, donc plus d'espace pour un totalitarisme, et je vous ai expliqué que c'est à mon avis la véritable cause de l'immunité française à l'égard des totalitarismes au cours de la Seconde Guerre mondiale, et ça veut donc dire que l'Action française n'est plus, à partir de cette date-là, grosse d'un totalitarisme, elle est réduite au statut d'un simple groupement réactionnaire et qui tombe de plus en plus au rang d'un groupe folklorique. D'accord ? Bon, donc j'en ai fini là avec cette réflexion sur les antécédents français. Retenez qu'à mon sens, il y en a trois: bonapartisme, boulangisme et Action française. Et je voudrais maintenant retracer ce qu'ont été les composantes originaires du fascisme italien. Donc, troisième paragraphe de cette deuxième partie, généalogie du fascisme, grand C, les trois composantes originaires du fascisme italien. Alors, première de ces composantes, donc, premier point, l'apport de l'extrême gauche. L'apport de l'extrême gauche, c'est le premier point dans le troisième paragraphe, les trois composantes originaires du fascisme italien. Il est décisif, et je remontre encore une fois le titre du premier volume de la biographie de Mussolini par Renzo De Felice, Il Rivoluzionario. Et Mussolini, à certains égards, en est resté un, ou a prétendu en être resté un, jusqu'à la fin de sa vie. Mais de quelle extrême gauche exactement s'agit-il? Alors, pour le comprendre, il faut partir du séisme provoqué au sein du mouvement marxiste mondial à partir de la toute fin du XIXe siècle par un théoricien allemand qui s'appelle Bernstein. D'accord? Eduard Bernstein.
en 1899 à peu près, il va lancer dans le mouvement ouvrier international un débat extrêmement vif sur la nécessité de réviser le marxisme. Alors, quelles sont les thèses que propage Bernstein? Eh bien, l'idée essentielle, c'est que 40 ans, à peu près, après la parution du Capital de Karl Marx, le Capital qui est donc le livre de référence de tout ce mouvement marxiste international. 40 ans après la parution du Capital, dit Bernstein, on est obligé de constater d'évidentes erreurs de Marx. En particulier, il y a une thèse de Marx qui est évidemment fausse, dit-il, et c'est celle de la paupérisation absolue de la classe ouvrière. Quelle est l'idée qui est derrière ça? Qu'est-ce que ça veut dire, la paupérisation absolue de la classe ouvrière? Eh bien, c'est l'idée, chez Marx, qu'en régime capitaliste, les capitalistes doivent devenir de plus en plus riches et de moins en moins nombreux, alors que le prolétariat doit devenir de plus en plus nombreux et de plus en plus pauvres. Il y a paupérisation absolue. D'accord? Or, dit Bernstein, eh bien, il y a là quelque chose qui est clairement faux. Il est tout à fait évident, dit Bernstein, et il a de ce point de vue-là absolument raison, il est tout à fait évident qu'il vaut mieux être ouvrier anglais en 1895 que ouvrier anglais en 1830. En 1895, l'exploitation de l'ouvrier anglais par le capitalisme, elle est réfrénée par un certain nombre de lois sociales. Et il est clair que l'ouvrier anglais moyen vers 1895, il a un peu plus de moyens que ne pouvait en avoir l'ouvrier exploité jusqu'à la limite de ses forces dans les manufactures ou les mines anglaises vers 1835. Donc, il n'y a pas de paupérisation absolue, Marx s'est trompé là-dessus. Et d'autre part, il est démontré, dit Bernstein, qu'on peut progresser vers le socialisme en évitant la révolution, en évitant ce moment de violence qu'est la révolution, et cela, dit Bernstein, grâce au progrès régulier qu'enregistrent les partis socialistes dans toutes les élections européennes. Et donc, dit Bernstein, regardez les progrès du parti travailliste en Grande-Bretagne. À chaque élection, il a de plus en plus de sièges. C'est pareil pour le Parti socialiste français. C'est encore plus net pour le Parti socialiste allemand, dont Bernstein était membre, Parti socialiste qui recueillait 30% ou davantage des sièges au Reichstag en 1912 et qui est le premier parti socialiste du monde. Eh bien, grâce au progrès régulier sur le plan électoral des partis socialistes, dit Bernstein, les partis socialistes finiront par prendre le pouvoir sans qu'il soit nécessaire de recourir aux barricades. La position de Bernstein, en fait, traduit l'insertion toujours plus grande de la gauche socialiste, de cette extrême gauche socialiste à l'époque, dans la société politique bourgeoise du temps. Partout, donc, dans cette Europe qui repose sur des centrismes par exclusion des extrêmes, où il y a donc toujours des régimes parlementaires avec différents degrés. Partout, on voit donc des partis socialistes se créer, qui se présentent aux élections et qui ont des députés de plus en plus nombreux. Des députés qui sont eux-mêmes, la plupart du temps, sociologiquement, des bourgeois. Quelle est la profession la plus fréquente, finalement, d'un député socialiste dans un parlement européen avant 1914? C'est pas du tout d'être cheminot ou d'être mineur de fonds. Le député socialiste typique, il est avocat. Sociologiquement, c'est un bourgeois. On en arrive à une situation où on voit même des socialistes devenir ministres. Et vous vous souviendrez qu'au moment même où Bernstein lance ce débat sur le révisionnisme, eh bien, il va y avoir, pour la première fois dans l'histoire, un ministre socialiste, ce qui paraissait l'équivalent d'un cercle carré dans la conscience politique du temps. Les socialistes, en théorie, sont révolutionnaires, sont marxistes, veulent en finir avec les gouvernements. Et voilà que Mitterrand
militant socialiste français, devient ministre du cabinet Waldeck-Rousseau en 1899. Et d'autre part, eh bien, cette société bourgeoise de l'époque, elle permet des avancées sociales tout à fait réelles. Vous savez que l'Empire allemand, adopte des lois sociales qui sont très en avance, vous voyez, sur l'époque, et qui, bien souvent, continuent d'être des modèles à notre époque en matière de législation sociale. En France, en Grande-Bretagne, les socialistes remportent des élections municipales, et vous avez donc un socialisme municipal qui se crée et qui, tout à fait légalement, va donner à la classe ouvrière, eh bien, que sais-je, moi, des crèches pour les enfants, va favoriser des coopératives d'achat, etc., etc. Donc, les partis socialistes du monde entier ont une pratique de plus en plus réformiste et de moins en moins révolutionnaire. Et ce que réclame en fait Bernstein, c'est finalement l'alignement de la doctrine sur les faits. Abandonnons notre ambition révolutionnaire sur le plan théorique, dit Bernstein, puisque nous l'avons déjà abandonné dans la pratique. Acceptons la République bourgeoise, voire la monarchie constitutionnelle, si l'un et l'autre de ces régimes permettent d'avancer vers un État socialiste de la société. Et donc, cette position de Bernstein a déclenché un énorme débat, pas seulement dans le Parti socialiste allemand, mais dans toute la Deuxième Internationale. Je vous rappelle qu'à cette époque, les partis socialistes du monde entier sont réunis dans une alliance mondiale qu'on appelle la Deuxième Internationale, et cette Deuxième Internationale, elle est officiellement marxiste, et en sont membres, eh bien, le SPD allemand, le Parti social-démocrate, la SFIO française, le Parti socialiste, section française de l'Internationale ouvrière, et puis le Parti socialiste italien. Et c'est largement contre les thèses de Bernstein que va donc s'esquisser la réaction sorelienne. Nous avons déjà rencontré Georges Sorel en TD, et donc ce que je veux rappeler, c'est que Sorel devient marxiste en 1893, qu'il est profondément Dreyfusard, donc vous avez là authentiquement un homme de gauche, et qui, parce qu'il est justement marxiste et de gauche, est très profondément hostile au révisionnisme façon Bernstein, à l'abandon de la Révolution, à l'embourgeoisement socialiste, et pour lui, l'homme qui symbolise cet embourgeoisement du socialisme, c'est précisément Jean Jaurès. Jean Jaurès, le directeur de l'Humanité, donc quotidien officiel du Parti socialiste français, eh bien, Jean Jaurès symbolise aux yeux justement de Sorel, eh bien, l'enlisement du socialisme dans la politique parlementaire et le révisionnisme, finalement, un révisionnisme qui n'ose même pas s'assumer. Et c'est dans ce contexte-là que donc en 1906, Sorel va publier les Réflexions sur la violence, dont le but finalement est de maintenir la révolution dans le socialisme. Voilà ce que vise Sorel avec les Réflexions sur la violence, faire en sorte que le socialisme ne se débarrasse pas de la révolution, qu'il conserve la révolution au moins comme horizon, qu'on ait l'espoir de ce qu'on va appeler le grand soir, le grand soir qui précède le lendemain l'écroulement du système capitaliste grâce à la grève générale qui mettra le capitalisme à genoux. Conserver donc la révolution comme horizon, la conserver comme mythe. Et il y a chez Sorel toute une réflexion sur le mythe en politique comme vecteur de mobilisation, comme nécessaire pour l'action. Et c'est d'ailleurs ce qui vous explique cette réflexion sur le mythe, que lorsque le mythe de la guerre ou le mythe de la nation aura été substitué à celui de la révolution, un certain nombre de Soréliens pourront s'en accommoder. Donc garder la révolution comme horizon, comme mythe, mais la garder aussi comme pratique concrète, et cela grâce à la pratique de la grève violente. C'est ce que nous avons vu en TD. Le cœur des réflexions sur la violence porte donc sur la grève, c'est-à-dire la grève avec blocus. La grève violente, c'est la grève avec blocus, lors de laquelle
à l'entrée des lieux de travail, des piquets de grève s'opposent physiquement à l'entrée des non-grévistes. Donc ça, c'est une première violence, et il y en a une seconde si justement le lieu de travail est occupé par les grévistes, puisqu'il y a là une violence contre le droit de propriété. Et Sorel d'expliquer que donc la grève violente, elle est extrêmement utile à la cause de la Révolution, d'une part parce qu'elle entraîne une rupture avec la légalité bourgeoise. La légalité bourgeoise peut admettre la grève, elle n'admet pas l'attentat contre la liberté du travail ou l'attentat contre la propriété. Donc, dit Sorel, vive la grève est une révolution au petit pied qui, finalement, permet à ceux qui la pratiquent de garder un contact avec la révolution et qui leur interdit de sombrer dans le réformisme. D'autre part, il trouve à la grève l'avantage d'exercer un chantage sur les autorités, parce que dès qu'une grève violente a lieu, eh bien, les autorités ont le choix entre tirer dans le tas ou accepter que la légalité soit foulée aux pieds, et très souvent, pour échapper à ce dilemme, eh bien, les autorités vont faire pression sur le patronat pour qu'il cède. Les autorités elles-mêmes, finalement, vont se faire complices des délinquants. Donc, la culture de la violence est une véritable éducation à la révolution. Et il est intéressant à cet égard donc, de noter que finalement, l'un des terreaux du fascisme, c'est justement la pratique de la grève violente, la pratique de la grève avec blocus. Et de ce point de vue-là, puisque ni la violence militante, ni la grève avec blocus n'ont cessé dans nos sociétés, eh bien, il y a là un élément de réflexion pour une certaine ultra-gauche. La même ultra-gauche contemporaine qui fait dans la dénonciation du fascisme, vous voyez, ferait bien de regarder ses propres pratiques et de s'apercevoir que le fascisme sur lequel elle crache est très précisément né sur le terreau de ses propres pratiques. Bon. Car, justement, c'est autour des doctrines de Sorel que va se constituer le syndicalisme révolutionnaire. Sorel, donc, n'aime pas les partis politiques et les partis socialistes qu'il considère comme toujours tentés d'abandonner la cause révolutionnaire pour rentrer dans des coalitions louches au Parlement, coalitions qui vont les conduire peu à peu au révisionnisme. Alors que, pense-t-il, les syndicats sont donc prémunis contre ce genre de collaboration de classe, par leur pratique de la grève violente. Et donc, vous allez avoir des courants syndicalistes qui vont se réclamer de Sorel, voyez-vous, comme idéologie. Alors, ça va vous donner en France, eh bien, le mouvement des bourses du travail. Ça va vous donner la charte d'Amiens en 1905, par laquelle la CGT proclame son indépendance à l'égard de tout parti politique, et ça vise essentiellement le Parti socialiste, puisque c'est en 1905 qu'est précisément fondée, ou un peu plus tôt, je ne sais plus, la toute neuve SFIO de Jean Jaurès. Donc justement, nous avons un syndicat, nous avons un parti socialiste, et bien ce syndicat proclame son indépendance par rapport au parti pour conserver sa pureté révolutionnaire, lui. Bon. En Italie, eh bien, il va se développer donc un courant syndicaliste révolutionnaire à forte dimension anarchisante et qui va être une des matrices du fascisme, qui va fournir parmi les premiers militants du fascisme. Donc l'équivalent italien de la CGT, c'est ce qu'on appelle la CGL, Confederazione Generale del Lavoro. La Confédération Générale du Travail, c'est en fait exactement le même sigle. Et dans cette CGL, vous devez connaître le nom de quelques militants qui sont tout à fait représentatifs du courant sorélien, du courant syndicaliste révolutionnaire. Essentiellement, Michele Bianchi, Alceste de Ambris et Filippo Corridoni. Donc je vous les écris ici et je prends le temps de les redonner. D'accord? Parmi donc ces militants syndicalistes révolutionnaires qu'on trouve à la CGL, vous avez donc Michele Bianchi.
Ensuite, Alceste de Ambris, et enfin, Filippo Corridoni de Ambris Bianchi. Et voilà donc des militants syndicalistes révolutionnaires que nous allons retrouver dans l'ambiance du premier fascisme. Et ils vont être promoteurs de diverses tentatives de grève violente ou de grève générale dans lesquelles nous allons retrouver Mussolini. Mais il y a aussi des militants proches de ce courant à l'intérieur même du parti socialiste. Ils sont membres du parti et non pas du syndicat, mais dans le parti, ils défendent des positions qui sont comparables et qui justement s'opposent au révisionnisme. Donc, trois noms là encore à connaître, celui de Arturo Labriola, de Paolo Orano et d'Enrico Leone. Donc, je répète, Arturo Labriola, d'une part, qui est à Milan en particulier en 1902, Arturo Labriola, Paolo Orano et Enrico Leone. Voilà des militants politiques qui sont sur la même ligne que les militants syndicaux dont je viens de vous parler. Voilà donc le premier gène de gauche du fascisme. Mais vous en avez un deuxième qui est le futurisme. Alors, petit 2, donc, le futurisme. Qu'est-ce que c'est que le futurisme? C'est donc un autre gène révolutionnaire du fascisme, mais cette fois-ci dont le surgissement n'est pas politique, mais artistique. Le futurisme est un mouvement donc artistique, et c'est un autre gène révolutionnaire du fascisme que le fascisme éliminera beaucoup moins complètement que le nazisme ne fera de l'expressionnisme allemand et que le stalinisme ne fera du futurisme russe. Alors je m'appuie ici sur un ouvrage absolument remarquable qui est de Igor Golomstok. Igor Golomstok, un livre qui s'intitule donc L'art totalitaire, avec en surtitre Union soviétique, Troisième Reich, Italie fasciste, Chine, la Chine de Mao. Donc il s'agit d'un livre d'art et il est vraiment à connaître. Je crois que nous l'avons à la BU. Il mérite d'être connu parce que c'est un livre qui fait voir la réalité du totalitarisme, parce qu'il compare des œuvres d'art de ces trois mouvements totalitaires, et la ressemblance est quelquefois à hurler, alors que ces artistes ont agi ont produit sans connaître nécessairement ce que les autres faisaient. Et il y a un parallélisme des formes et des sujets qui démontre cette réalité totalitaire. Et ce que dit Golomstok, c'est que justement, dans ces trois mouvements, fascisme, nazisme et stalinisme, à l'origine, on trouve une dimension artistique révolutionnaire, donc le futurisme en Italie. Il y a aussi un futurisme en Russie et en Allemagne. Certaines branches de courant expressionniste se sont bien entendues avec le nazisme commençant. Mais, dit Golomstok, l'histoire de l'art nazi ou soviétique, c'est l'histoire de l'élimination de ce gène révolutionnaire par un art qui va redevenir un art classique, néoclassique, pompier. Alors qu'en Italie, dit Golomstok, eh bien cette élimination a été beaucoup moins nette et l'art fasciste a conservé une dimension moderniste pratiquement jusqu'à la fin. Donc, pour vous la faire vite, c'est quoi le futurisme italien? C'est donc un mouvement moderniste fondé au début du XXe siècle et pour célébrer la modernité du XXe siècle. Un art qui est donc en rupture avec l'académisme officiel, un académisme qui est encore plus écrasant en Italie qu'ailleurs, vu le poids de l'histoire de l'art italien, voyez-vous. Et donc, du côté de ces futuristes, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver dans leur bouche et dans leurs œuvres l'éloge de la technique, l'éloge de la vitesse, l'éloge de l'énergie, y compris l'énergie symbolique, éloge de la violence, éloge de la révolte. On va donc avoir une poésie, une peinture qui disent la vie moderne, avec des techniques modernes. Donc, qu'est-ce qu'on va peindre? On va peindre des avions, des transatlantiques, des voitures, des usines.
on va renoncer à la perspective classique et on va donc avoir des formes géométriques proches d'un certain cubisme, des répétitions rythmées. On a donc là une école italienne, le futurisme, qui est parfaitement à l'heure, si je puis dire, du cubisme en France ou du type de travaux que peuvent réaliser les Delaunay en France ou Monk en Scandinavie. Une poésie qui peut évoquer la prose du transsibérien de Blaise Cendrars ou qui peut évoquer donc certains poèmes d'Apollinaire. On est tout à fait dans ce cadre-là. Alors je vous ai apporté par exemple une reproduction, c'est dans Gollumstock, d'un tableau de Boccioni qui s'appelle « Vision simultanée ». D'accord? C'est sur cette page-là, vision simultanée. Et donc, regardez à quoi peut ressembler un tableau futuriste, hein, des couleurs extrêmement contrastées, j'allais dire criardes, la disparition de la perspective, et on est en train de nous représenter une rue d'une ville moderne qui est totalement déstructurée par les choix que fait l'artiste en matière de représentation. Donc, voilà. On est là-dedans. Alors, quels sont les noms à connaître? Le futurisme a un pape qui s'appelle Marinetti. Et Marinetti va donc rester un des acteurs les plus importants du fascisme jusqu'à la fin du régime. Marinetti. Vous pouvez connaître également donc, le nom de deux peintres, Boccioni, dont je viens de vous montrer une œuvre, et Cara, et qui sont des artistes tout à fait respectables hein, sur le plan justement de l'histoire de l'art. Ça n'est pas n'importe qui que Boccioni et Cara. Bon. Et naturellement, ce mouvement moderniste se sent naturellement solidaire des révolutionnaires en politique comme dans l'art. Donc, une extrême gauche. 2. Le futurisme. 3e composante, petit 3, donc le nationalisme italien. Alors, ce nationalisme italien qui va donc qui va confluer dans le fascisme avec les deux autres courants, eh bien, on considère qu'il se développe ou se redéveloppe à partir de 1900. Il va y avoir des théoriciens intellectuels comme Prezzolini ou Papini. Prezzolini ou Papini, avec des revues dans lesquelles s'exprime cette sensibilité, en particulier Il Regno et La Voce. La Voce, je crois me souvenir que c'est une revue florentine, hein, La Voce, et c'est un des organes les plus importants en fait de ce nationalisme. Et il y a des noms de militants à connaître, essentiellement donc celui de Luigi Ferrazzoni, qu'on va retrouver au sein du régime fasciste. Federzoni, c'est l'un des militants nationalistes italiens les plus importants, et également celui de Enrico Corradini. Donc vous avez là un mouvement nationaliste qui bénéficie du soutien de certains milieux industriels et financiers intéressés par l'expansion militaire de l'Italie, en particulier le Banco di Roma. Bon. Et quelle est finalement la thématique de ce nationalisme italien? C'est l'idée que le Risorgimento n'est pas achevé. Le Risorgimento n'est pas achevé parce qu'il y a des terres qui sont italiennes et qui n'ont pas encore été rendues à l'Italie. Le thème des terres non restituées, des terres qui n'ont pas encore été rendus, ça va donner le développement de ce qu'on appelle donc l'irrédentisme. L'irrédentisme italien. L'irrédentisme, c'est le mouvement qui veut qu'on rende à l'Italie ces terres qui n'ont pas encore été restituées, ce qu'on appelle donc en italien les terre irredente. Terre, c'est un pluriel, terre irredente, les terres pas encore rendues, les terres non rendues. Alors, quelles sont-elles? Eh bien, la plupart d'entre elles appartiennent à l'Autriche-Hongrie. C'est le Trentin, la région de Trente, dans les Alpes. Dans les Alpes aussi, la région que les Italiens appellent le Haute-Adige et que les Autrichiens appellent le Tyrol.
du Sud, autour de Bolzano. Donc deux régions alpestres qui sont en fait de peuplement partagé, allemand et italien, donc le Trentin et le Haut-Adige ou Tyrol du Sud. Mais les Italiens voudraient également mettre la main sur l'Istrie. L'Istrie, donc, dont la capitale est Trieste, et qui est une péninsule qui, au nord de la mer Adriatique, descend vers le sud, l'Istrie. Bon. Et il voudrait également récupérer l'ancienne possession de la République de Venise sur la côte est de l'Adriatique, ce qu'on appelait la Dalmatie. La Dalmatie avec des villes comme Zara ou comme Raguse, éventuellement. Donc il voudrait récupérer ces anciennes possessions vénitiennes. Ça, c'est à récupérer sur l'Autriche-Hongrie. Mais les nationalistes italiens les plus effervescents voudraient aussi récupérer des régions que la France, d'après eux, a prises à l'Italie. Quoi? Eh bien évidemment la Corse, mais aussi Nice, et également la Savoie qui est le lieu d'origine de la maison régnante italienne. Donc ça, c'est le catalogue complet de l'irrédentisme, mais l'irrédentisme nourrit aussi des rêves d'expansion, le nationalisme du moins, des rêves d'expansion coloniale, impériale, pour que, justement, cesse l'émigration des Italiens. Il y a chez les nationalistes l'idée que l'émigration italienne est une perte de substance pour le pays et qu'il faudrait que l'Italie puisse mettre la main sur des colonies afin que, justement, les Italiens, et en particulier les Italiens du Mezzogiorno, que la misère contraint à quitter leur foyer, eh bien, puissent aller dans des colonies qui dépendent toujours de l'Italie au lieu d'aller peupler les États-Unis ou la République argentine. Ce que vous devez ne pas perdre de vue, c'est que ce nationalisme, en fait, n'est pas dépourvu d'une charge subversive éventuelle, et que c'est cette charge subversive éventuelle qui va aider à sa confluence avec les dimensions d'extrême gauche dont je viens de parler, au sein du fascisme. Quelle est la charge subversive potentielle de ce nationalisme? Eh bien, elle tient au fait que le gouvernement libéral italien s'accommode de cet inachèvement de l'unité italienne, qu'il s'est même accoquiné avec l'Autriche, il s'est allié avec l'Autriche, alors que l'Autriche est vue par ces gens-là comme l'ennemi héréditaire de l'Italie. Ce qui fait que par nationalisme, on peut donc en arriver à la critique de l'État libéral italien, incarné par Giolitti, et le terme qu'employaient ces nationalismes pour dénoncer justement cette Italie trop accommodante de Giolitti, c'était l'Italietta. L'Italie, ce n'est pas l'Italietta, la petite Italie, dont se satisfait un politicien aussi terre-à-terre que Giolitti. Et tout cela, donc, peut confluer avec les potentialités subversives de l'extrême gauche, en particulier donc celle du futurisme, le futurisme par goût pour la révolte, par goût aussi pour l'aspect techniciste de la guerre à venir, eh bien et aussi pour épater le bourgeois, le futurisme faisait l'éloge de la guerre, la glorifiait comme la seule hygiène du monde, disait-il. Et d'autre part, dans la gauche révolutionnaire, vous allez avoir des gens qui, justement, vont soutenir les revendications nationalistes de l'Italie parce qu'elles leur paraissent celles d'une nation prolétaire qui, justement, se dresse contre des nations repues, telles que l'Autriche-Hongrie, vous voyez, ou la France. Et donc, une d'entre vous m'a demandé pourquoi, justement, autour de 1911, d'après Elsternel, le fascisme futur est en train de se constituer. Eh bien, parce qu'en 1911, donc cette année-là, l'Italie gouvernementale se résigne à se lancer dans une entreprise coloniale sous la pression, entre autres, de ses milieux nationalistes. Et donc, l'Italie de Giolitti va déclarer la guerre à la Turquie, à la Sublime Porte, pour mettre la main sur la dernière dépendance de la Turquie en Afrique, et qui était donc la Libye. D'accord? Donc vous avez là une guerre qui, d'un certain point de vue, paraît inadmissible pour des marxistes. On a vraiment là une guerre
impérialiste, capitaliste, d'agression, vous voyez, d'un pays capitaliste européen pour s'emparer d'une colonie. Eh bien, ce qui est étonnant, c'est que en 1911, vous allez avoir des militants de gauche qui vont soutenir la guerre de Libye, et en particulier Arturo Labriola, dont je vous parlais tout à l'heure, voyez-vous. Mais il n'est pas le seul, hein. Il y a aussi des militants syndicalistes révolutionnaires qui vont approuver cette entreprise italienne. Pourquoi? Eh bien donc, au nom de cette idée que l'Italie est une nation pauvre, vous voyez, qui a le droit de se tailler une place au soleil, mais aussi parce que ces gens-là voient dans cette guerre une rupture avec ce qu'ils considèrent comme la digestion amorale du libéralisme. Vous voyez, pour eux, enfin ça barde, voyez-vous. Et puisque ça barde, eh bien, allons-y. Hein, ils vont finir, en fait, par établir une sorte d'équivalence entre la guerre et la révolution. La guerre et la révolution sont deux expériences de la violence où, justement, on renverse les tables, où quelque chose se passe, et ces gens-là vont finalement accepter de soutenir une guerre nationaliste au nom d'idéaux qui sont de gauche. Et voilà pourquoi, mademoiselle, qui m'avait posé la question, pour Zef Sternel, dès 1911, la synthèse fasciste elle est constituée parce que nous avons union de cette extrême gauche avec le nationalisme de Federzoni et consorts. Ai-je été clair? Vous me le direz. Vous me le direz. J'ai fini ma deuxième partie et j'entame donc sans désemparer la troisième qui est intitulée donc Le jeune Mussolini. Le jeune Mussolini, et j'ai repris ce titre d'un livre de Ernst Nolte. C'est en fait la reprise sous la forme d'un livre, d'un gros article qu'il avait publié justement sur les deux composantes essentielles, disait-il, de l'identité politique du jeune Mussolini, qui étaient donc Marx et Nietzsche. Il a écrit un article intitulé « Le jeune Mussolini, Marx et Nietzsche chez Mussolini, socialiste ». Bon. Donc, Mussolini, vous retiendrez qu'il a été jeune jusqu'en 1914. En gros, c'est ça. Alors, que vous dire de... tout d'abord, les années de formation de Mussolini, c'est le titre de mon premier paragraphe. Donc, grand A, les années de formation de Mussolini, et commençons donc par les origines familiales et sociales. Donc, petit 1, les origines familiales et sociales, première date à connaître tout de même, il est né donc en 1883. 1883, l'année où meurt le comte de Chambord, eh bien, naît Benito Mussolini, et il naît précisément le 29 juillet 1983 dans un lieu-dit qui s'appelle Dovia, et Dovia est un lieu-dit qui appartient à la commune de Predapio, qui est située en Romagne, Predapio. Vous connaissez au moins Predapio comme nom du lieu de naissance de Mussolini en 1880. Mais ce qui est important, c'est surtout qu'il soit né en Romagne. En Romagne. Ça a un sens politique. Pourquoi? Eh bien, tout bonnement parce que la Romagne était une ancienne possession pontificale. Ça avait fait partie des États pontificaux, et cela pratiquement jusqu'à Mussolini, jusqu'en 1859. Il n'y avait même pas 25 ans que le pouvoir temporel du pape avait disparu de la Romagne. Et donc, parce que la Romagne appartenait aux États pontificaux, la Romagne se singularisait par une tradition d'anticléricalisme particulièrement virulent. Guichardin, cet auteur, cet historien italien du XVIe siècle, quand il parle des gens de Bologne, et c'est la grande ville du coin, il évoque tranquillement leur haine de l'Église. Alors, la haine de l'Église, ça veut dire précisément la haine du pouvoir temporel de l'Église, sous la plume de Guichardin, mais ça s'était poursuivi dans une tradition de gauche qui, au XIXe siècle, avait vu se multiplier les insurrections de la Romagne contre le pouvoir pontifical. On peut dire que finalement, de 1815 jusqu'à l'écroulement du pouvoir temporel du pape en Romagne en 1859, l'histoire de la Romagne n'est que celle d'une série d'insurrections contre le pouvoir pontifical. Et la Romagne était aussi un lieu d'agitation rurale extrêmement vive, et tout ça a évidemment marqué la jeunesse de Mussolini.
À quoi s'ajoute que sur le plan familial, il va recevoir aussi un héritage politique extrêmement particulier. Tout d'abord, il faut vous souvenir que son grand-père paternel, donc le père de son père, avait connu une véritable déchéance sociale. Il avait commencé dans la vie comme petit propriétaire, donc c'était un paysan qui possédait quelques terres, et il avait fini dans la dèche la plus complète. De là, donc, dans la famille Mussolini, dans la branche paternelle, une rancœur héréditaire contre le système économique et politique en place en Italie et plus largement en Europe. Donc il y a déjà cet héritage, vous voyez, de contestation, de rancœur contre le système en place. Mais il faut savoir que le père de Mussolini, qui s'appelle donc Alessandro Mussolini, Alessandro, et sa mère vont lui donner également une culture politique tout à fait particulière. Donc son père exerçait un métier qu'il faut bien connaître, il était en gros forgeron et bistrotier. Bon, vous savez que dans ces villages européens, on peut en trouver des exemples en Bretagne aussi, très souvent, quand il y a des petits commerces, en fait, ils exercent plusieurs activités. On est à la fois épicier et débit de boisson, par exemple. Eh bien, donc, la forge du père de Mussolini, la forge d'Alessandro, était aussi donc un débit de boisson. Et son père exerce les deux professions. Quant à sa mère, elle est institutrice. Donc comment cerner précisément les origines sociales de Mussolini? On pourrait dire peut-être qu'il appartient à une toute petite classe moyenne. Toute petite classe moyenne. C'est pas le prolétariat, c'est même pas le prolétariat agricole, vous voyez. On a quand même un minimum de moyens puisqu'on a une forge et que maman est institutrice. Vous voyez, elle n'est pas réduite à s'embaucher à la journée comme agricultrice, vous voyez, ou comme femme de ménage. On est un peu au-dessus du prolétariat, une toute petite classe moyenne, et ça aura son importance dans l'histoire du fascisme, le fait que Mussolini en vienne à certains égards. Mais on est entre cette petite classe moyenne et donc le prolétariat qui vient boire chez Alessandro Mussolini et qui est accueilli dans cette forge. D'autre part, sur le plan politique, vous devez retenir que le père de Mussolini, il est à l'extrême gauche, ce qui, en Romagne, n'a rien d'étonnant dans ces milieux-là. Le père est à l'extrême gauche, il est socialiste internationaliste dès 1874. Autrement dit, au moment où en France, la Commune de Paris vient d'être écrasée, eh bien, Alessandro Mussolini, il est pratiquement sur les positions de ces communards français internationalistes. Il est de nuance proche de l'anarchie, en conséquence de quoi on sait que Alessandro, il est surveillé par la police de ce tout nouveau royaume d'Italie, police qu'inquiète la propagande révolutionnaire qu'il entretient dans son bistrot. Mais d'autre part, on nous dit que cet homme d'extrême gauche, convaincu et militant, n'était pas non plus incapable de souplesse, ce qu'on retrouvera chez Mussolini. Exemple, la commune de Predappio était gérée par une équipe catholique, vous voyez, qu'évidemment Alessandro avait en horreur. Bon, eh bien, pour arracher sa commune aux mains des catholiques, il n'hésitera pas à s'allier aux libéraux, qu'il déteste aussi, en 1889. Mais à choisir entre les cathos et les libéraux, il aime encore mieux s'allier avec les libéraux parce que eux, au moins, sont laïcs et eux aussi mangeurs de curés. Et c'est donc cet homme qui va faire l'éducation politique de son fils et qui va la faire à l'extrême gauche. D'accord? Bon, on pourrait dire que c'est lui qui a initié Benito Mussolini à sa culture de gauche. On sait que dans sa forge, Alessandro lisait Marx et commentait Marx pour ses enfants. Voilà le milieu dans lequel a été politiquement initié Benito Mussolini. Sur le plan scolaire, quelle est l'éducation qu'a reçue le jeune Mussolini? Alors, pour bien comprendre les enjeux, vous devez savoir que dans l'Europe du temps, et en particulier en Italie comme en France, il existe à l'époque une coupure sociale à peu près absolue entre le primaire et le secondaire.
Qui va chez nous à l'école primaire? Tout le monde, dès qu'on a moins de 11 ans. À l'époque, en Europe, qui va à l'école primaire? Les enfants du peuple. Et cela parce que l'école primaire, elle est gratuite, que ce soit la communale ou que ce soit l'école des frères. Les enfants ne paient pas à la communale. Et donc les enfants des pauvres vont à la communale. Bien, ou à l'école des frères, mais ils vont dans le primaire. Cependant que les enfants des riches vont dans l'éducation secondaire, parce que l'éducation secondaire est payante, qu'on soit chez les jésuites ou qu'on soit dans les lycées publics. Les lycées publics sont payants. Et donc, à l'époque, on rentre dans l'enseignement secondaire à 6 ans, il y a des classes élémentaires des lycées, et on reste dans l'enseignement secondaire jusqu'au bac, et on paye tout le temps, qu'on soit chez les jésuites ou qu'on soit chez les agrégés. Alors que vous rentrez dans l'enseignement primaire à 6 ans, et vous pouvez rester dans l'enseignement primaire, et bien pratiquement jusqu'à l'âge où les autres ont le bac, puisque vous pouvez aller à l'école normale après être passé par le primaire supérieur. Mais dans le primaire, c'est une école pour le peuple où on ne fait pas de latin, alors que dans le secondaire, c'est une école pour les élites où on fait du latin. Il aurait donc été normal que Benito Mussolini aille à l'école primaire, sauf que maman est institutrice. Et donc, maman sait que si on veut progresser socialement, il faut aller dans le secondaire. Et c'est pourquoi, en 1892, le jeune Benito va rentrer au collège des Salésiens, c'est un ordre religieux, à Faenza. Faenza, c'est la ville dont le nom a donné la faïence en français. Et donc, en rentrant chez les Salésiens à Faenza, Benito Mussolini rentre dans un système d'enseignement qui, en théorie, est réservé aux bourgeois ou aux nobles, et on va lui faire sentir là-dedans sa condition de fils de pauvre et sa condition de fils de meneur gauchiste. Ce qui fait qu'à Faenza vont se renforcer, d'une part, son anticléricalisme, il emporte les stigmates pratiquement dès sa naissance, mais son expérience chez les Salésiens renforce son anticléricalisme, et d'autre part, son tempérament de révolte. Ce qui fait qu'il ne va pas rester très longtemps chez les Salésiens, et il va passer en face, vous voyez, au lycée laïque, en 94, donc 2 ou 3 ans après, clac, il passe dans le système laïque public, mais il reste dans l'enseignement secondaire. En revanche, il ne pourra pas aller en fac parce que la fac, ça coûte beaucoup plus cher et c'est un privilège bourgeois. Ce qui fait qu'après l'enseignement secondaire, il va revenir dans l'enseignement primaire, il va faire l'école normale et en 1901, il aura un diplôme d'instituteur comme maman. D'accord? Voilà son parcours. Donc il a vu quelque chose de l'éducation secondaire bourgeoise, mais au total, il devient instituteur, il revient dans l'enseignement primaire et il n'a pas pu faire d'études universitaires. Alors, cette condition d'instituteur, elle est un peu différente en Italie de ce qu'elle est en France à la même époque, puisque justement, en Italie, les instituteurs sont recrutés de gré à gré par les conseils municipaux. Et la réputation que Mussolini s'est construite, eh bien évidemment, n'aide pas, dès cette époque, à le faire bien voir par les conseils municipaux. Il multiplie les bagarres, les opinions gauchistes, les liaisons amoureuses, ça n'aide pas beaucoup à le rendre désirable pour un conseil municipal qui cherche quelqu'un à qui confier les enfants de la commune. Que dire, d'autre part, de l'éducation caractérielle, si je puis dire, de Mussolini dès cette époque? Eh bien, on le décrit dès ce moment-là comme un renfermé. Il passe des heures de solitude au champ, nous dit-on. Un révolté. On sait qu'il est dressé contre le régime d'internat, qui est celui de l'enseignement secondaire à cette époque. Dès qu'on rentre dans l'enseignement secondaire, on est interne la plupart du temps, et Mussolini déteste ça. Il déteste également les discriminations sociales qu'il sent pratiquement aussi fortes au lycée laïque que dans le collège des Salésiens. Et d'autre part, dès cette époque, Mussolini est un violent. Quand on regarde son parcours secondaire, on trouve déjà 2 coups de couteau. Et c'est pour un coup de couteau de trop, d'ailleurs, qu'il a dû quitter le collège des Salésiens à Faenza. Et il y aura encore un coup de couteau
au collège, au lycée laïque Carducci. Et en 1901, à Dovia, dans son lieu de naissance, il se rend coupable d'un quasi-viol. Donc vous avez un personnage qui est marqué par la violence. Mais on sait d'autre part que très rapidement aussi, dans le milieu de ses études, il devient un meneur sur le plan politique, précisément parce qu'il a été formé à la politique militante et revendicative par papa, également par le débat gauchiste permanent qui avait lieu dans le bistrot de papa, et d'autre part, il est formé aussi et entraîné vers le gauchisme par le ressenti d'humiliation sociale qui est le sien. De là, son adhésion naturelle au socialisme dès 17 ans. En fait, pour le dire d'une autre façon, où serait Mussolini de nos jours? Mussolini serait à la CNT, vous savez, la Confédération nationale du travail, qui est de sensibilité anarchiste, syndicaliste, révolutionnaire. Eh bien, c'est tout à fait le milieu dans lequel évolue le jeune Mussolini. Nous continuerons la prochaine fois. Je vous remercie de votre attention.